Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Riffard, je fais ma thèse au CIMI dans l'équipe micro-environnement immunitaire et immunothérapie dirigée par le docteur Marie-Caroline Dionnejean. Et aujourd'hui, je vais vous parler des ILC3 LTI-like et de leur association avec la formation de structures lymphoïdes tertiaires au niveau pulmonaire. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous expliquer qu'est-ce que sont les structures lymphoïdes tertiaires, qu'on appelle aussi TLS. Ce sont en fait des agrégats lymphoïdes organisés qui se forment dans des tissus non lymphoïdes de manière transitoire en conditions inflammatoires. Et l'organisation des TLS ressemble énormément à celle des organes lymphoïdes secondaires que l'on connaît, avec notamment la présence d'une zone T qui va être composée de lymphocytes T avec des clusters de cellules dendritiques et aussi d'une zone B composée essentiellement de lymphocytes B organisés en follicules qui vont être eux-mêmes infiltrés par des lymphocytes T helper et tout un réseau de cellules dendritiques folliculaires. On va trouver également dans les TLS des macrophages. Et le recrutement de toutes ces cellules immunitaires se fait par des vénules postcapillaires. Les TLS ont été associés à un bon pronostic et à une survie plus longue chez les patients atteints de tumeurs du poumon non à petites cellules. On voit en effet, par exemple dans cette étude de 2016, que les patients avec des tumeurs à haut infiltrat de lymphocytes TCD8, mais avec peu ou pas de cellules dendritiques associées, ont une survie qui est comparable à celle des patients avec des tumeurs qui sont peu, voire non infiltrées. Les lymphocytes B contenus dans les TLS ont été eux aussi associés à une meilleure survie des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules présentant ces structures. Devant ces constats, il est devenu de plus en plus intéressant de comprendre quels étaient les mécanismes qui menaient à la formation des TLS et de connaître les populations qui pouvaient être impliquées dans ces processus. Pour cela, notre travail s'intéresse tout particulièrement aux cellules lymphoïdes innées de groupe 3, ou ILC3. Donc pour vous présenter rapidement ce que sont les ILC, ce sont des cellules lymphoïdes innées qui se divisent en 3 sous-groupes, ILC 1, 2 ou 3, suivant les caractéristiques qu'elles présentent et les facteurs de transcription grâce auxquels elles se différencient. Dans le cas des ILC3 qui vont nous intéresser, c'est le facteur de transcription ROR gamma T qui dirige leur différenciation. Et on retrouve au sein des ILC3 à nouveau 3 sous-populations, dépendant de leur expression des récepteurs NKp46 ou CCR6. Il existe déjà aujourd'hui de la littérature qui rapporte l'observation d'une accumulation d'ILC3 corrélée à la présence de TLS dans les poumons enflammés dans différentes pathologies. Nous nous sommes donc demandé si ces cellules pouvaient ou non être impliquées dans le processus de formation des TLS. Et notre équipe s'intéresse en particulier aux ILC3 LTI-like, du fait de leur ressemblance aux cellules LTI fétales, donc LTI pour Lymphoid Tissue Inducer Cells, et les LTI fétales sont à l'origine de la formation des organes lymphoïdes secondaires lors de l'embryogénèse au début de la vie. Nous avons donc formulé l'hypothèse selon laquelle, tandis que les LTI fétales permettent la formation d'organes lymphoïdes secondaires chez le nouveau-né, est-ce que les ILC3 LTI-like pouvaient induire la formation transitoire de TLS chez l'adulte lors d'une inflammation? Pour étudier cette question, il a fallu dans un premier temps que nous mettions au point un modèle d'inflammation pulmonaire. Donc c'est une inflammation aiguë chez la souris. Et ce modèle va nous permettre d'induire des TLS et ensuite de travailler dessus. Notre modèle repose donc sur des instillations intranasales de lipopolysaccarides issus d'Escherichia coli. Et cette molécule agit principalement sur les populations myéloïdes pulmonaires et entraîne toute une cascade de réponses cytokiniques pro-inflammatoires. Nous avons utilisé ce phénomène pour, d'une part, induire les TLS dans les poumons inflammés de nos souris et aussi pour étudier les populations des ILC3 LTI-like au cours de l'inflammation. Pour vous expliquer globalement comment une expérience se passait, on procède donc chez les souris à 5 instillations intranasales à raison d'une instillation par jour, donc 5 instillations de 10 microgrammes chacune de LPS. Puis les poumons des souris seront récoltés à différents temps suivant le traitement, et certains des poumons seront utilisés pour analyse par cytométrie en flux, tandis que d'autres seront inclus en paraffine pour réaliser de l'immunohistologie. Le premier résultat que je souhaitais vous montrer ici, c'est que nous avons effectivement induit la formation de TLS dans notre modèle. On voit ici sur des résultats, donc des colorations hématoxylines et éosine de parenchyme pulmonaire de souris AJ11, que chez les souris traitées avec le LPS, si l'on regarde dans le parenchyme, on aperçoit des agrégats de cellules avec une forme plutôt lymphocytaire. Et nous avons par la suite confirmé que ces agrégats correspondaient bien à des TLS en faisant des marquages en immunofluorescence, où on détecte bien, donc c'est ce que l'on voit sur la partie de droite, on voit bien en rouge les lymphocytes T, en vert les lymphocytes B, et on remarque même des vénules postcapillaires qui sont ici marquées en violet.
Donc si l'on s'intéresse maintenant à l'infiltrat global en lymphocytes T dans les poumons, tout d'abord, la première chose, c'est que l'on n'observe aucune différence en nombre de lymphocytes T pulmonaires totaux entre les souris traitées par le LPS et celles traitées par du sérum physiologique qui nous servait de contrôle. Même si, effectivement, on remarque un tout petit influx de lymphocytes T qui est induit par les instillations intranasales elles-mêmes. Ensuite, on a réalisé des marquages par immunofluorescence dans les poumons de ces souris et ça nous a permis de remarquer que uniquement dans les souris qui ont reçu du LPS et pas dans celles qui ont reçu du sérum physiologique, les lymphocytes T que l'on a comptés sont agrégés ensemble et agrégés autour de lymphocytes B pour former des TLS que l'on observe ici. Et on reconnaît bien, encore une fois, la zone T, la zone B, ainsi que les vénules postcapillaires qui sont présentes uniquement chez les souris LPS. Nous avons donc ensuite décidé de quantifier les TLS qui sont induites dans notre modèle et nous avons mis en évidence deux caractéristiques majeures. La première, c'est que la formation de TLS par le LPS est dose dépendante. On le voit ici en effet en comparant deux groupes de souris, des souris qui ont été traitées par 0,3 microgrammes de LPS quotidien contre les souris qui ont été traitées par 10 microgrammes de LPS quotidien. Et on voit bien que plus on met de LPS, plus la densité de TLS induite va être forte à J10 chez ces souris. Et un deuxième point qu'on a observé, c'est que cette formation est transitoire dans notre modèle. On l'aperçoit ici, on a une augmentation de la densité de TLS induite avec un pic autour d'une dizaine de jours après le début du traitement et ensuite à nouveau une diminution avec la résolution de l'inflammation. Et au 25e jour après traitement, il n'y avait plus aucune TLS détectable dans les poumons des souris traitées. Face à ces résultats, nous avons voulu savoir ce qu'il en était de notre population de cellules ILC3 pulmonaires au cours du temps lors de l'inflammation. Nous avons donc mis au point tout un panel d'anticorps avec différents marqueurs, de nombreux marquages de surface et des marquages aussi intracellulaires qui nous permettaient d'identifier précisément nos populations d'intérêt et de visualiser leur évolution dans le temps. Donc ici, sur les résultats que je m'apprête à vous montrer, sur les graphes du haut, on représente le pourcentage de nos populations étudiées parmi les cellules immunitaires du poumon. Donc ces cellules ont été détectées grâce au marqueur CD45. Et en bas, on a le nombre absolu de ces mêmes populations par million de cellules analysées. Et donc la première chose que l'on remarque, on s'est d'abord intéressé aux ILC de type 2, qui sont le type d'ILC prédominant dans des poumons en état normal. Et ce que l'on remarque, c'est que leur niveau n'est pas du tout affecté par le traitement au LPS. Les ILC2 ne sont pas impactés par le traitement. Et en revanche, si on regarde du côté des ILC3, on a une augmentation du nombre d'ILC3 et notamment de la sous-population LTI-like qui nous intéresse particulièrement. Une augmentation qui commence autour du 5e jour, donc juste après l'arrêt du traitement, avec un pic autour de J8 et ensuite de nouveau une décroissance pour retrouver un niveau quasi basal 15 jours après le début du traitement. Nos résultats ont donc montré que suite à l'inflammation induite par le LPS dans les poumons, on observe une augmentation transitoire de la densité de TLS et en parallèle de cette augmentation, on remarque également une augmentation du nombre d'ILC3 et d'ILC3 LTI-like qui piquent juste quelques jours en amont du pic de TLS. Mais ici, nous avons montré une association entre deux observations et jusqu'ici, aucun lien de causalité entre les deux. Donc il nous reste donc à vérifier que nos cellules d'intérêt ont bien la capacité d'induire des TLS en plus d'être augmentées juste avant l'augmentation des TLS. Pour cela, nous avons mené donc une étude fonctionnelle de ces cellules. La première étape de cette étude a consisté à trier des ILC3 pulmonaires que nous avions induites par le traitement au LPS à différents temps. D'abord à J6, lorsque l'on remarque le tout début de l'augmentation en ILC3, mais aussi à J10, lorsque le maximum de densité de TLS est observé dans les poumons, et enfin à J20, pour voir ce qui se passe après la résolution de l'inflammation lorsqu'on n'a plus de TLS dans les poumons. Nous avons ensuite analysé le profil transcriptomique de ces cellules par séquençage ARN à l'échelle de la cellule unique. Donc il sera bien sûr très intéressant de comparer nos 3 points de temps pour voir quelle est la cinétique d'expression des gènes dans les ILC3 au cours de l'inflammation. Mais pour aujourd'hui, je vais seulement vous montrer des données obtenues au J10, donc là où le maximum de TLS a été observé dans les poumons. Et la première chose que l'on remarque sur nos données, c'est que nous avons retrouvé dans les poumons enflammés des souris les 3 sous-groupes d'ILC, ILC 1, 2 et 3, ainsi que les cellules NK. Elles ont été identifiées grâce à leur profil transcriptomique bien distinct. Et au sein de notre cluster ILC, si l'on regarde, on retrouve bien les sous-populations que je vous ai présentées plus tôt, donc la population assez faible qui exprime NKp46, et notre sous-population d'intérêt qui, elle, est plus représentée et qui exprime CCR6. Nous avons ensuite cherché à vérifier si les ILC3 avaient la capacité d'induire des organes lymphoïdes. Donc,
Pour faire cela, nous nous sommes concentrés sur quelques gènes qui sont déjà connus pour être impliqués dans l'organogenèse lymphoïde secondaire, donc la formation de la rate et des ganglions. Par exemple, le récepteur CCR7, RANK ou encore l'IL2 récepteur, mais aussi des intégrines, intégrines alpha 4, bêta 7, ou des lymphotoxines alpha et bêta plus particulièrement. Nous avons regardé les niveaux d'expression de ces différents transcrits dans les ILC pulmonaires. Donc ici, sur le graphe que je vais vous présenter, la taille des cercles représente le pourcentage d'une population qui exprime le transcrit, et plus le cercle est rouge vif, plus le niveau d'expression va être élevé. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les ILC3 que l'on a triés expriment les transcrits de nombreux de ces gènes impliqués dans l'organogenèse secondaire. Et donc, elles auraient la capacité de jouer un rôle dans la néogenèse des TLS de la même manière. Donc, les prochaines étapes de notre projet seront, dans un premier temps, de trouver, effectivement, en continuant l'analyse transcriptomique, d'identifier de nouveaux gènes candidats qui seraient surexprimés par les ILC3 au cours de l'inflammation. Donc, pour cela, en comparant nos 3 points de temps, découvrir des transcrits de gènes qui sont surexprimés lorsqu'on a des TLS, alors qu'ils ne le sont pas au départ et qu'ils ne le sont plus après l'inflammation. Nous avons également prévu de réaliser des marquages en immunohistologie afin de localiser ces cellules ILC3, savoir où elles se situent dans le poumon, est-ce qu'elles sont agrégées ensemble ou au contraire disséminées, et surtout est-ce qu'elles sont situées à l'intérieur des TLS ou sur leur pourtour, ou alors pas du tout, qu'elles ne colocalisent pas du tout avec les TLS. C'est une question qui nous intéresse beaucoup. Et enfin, nous sommes en train de caractériser fonctionnellement in vitro nos cellules ILC3 LTI-like. Nous avons pour but d'étudier leur profil de sécrétion, mais aussi regarder si elles ont par exemple une activité chimiotactique. Donc de nombreuses expériences in vitro sont prévues pour tester ces hypothèses-là. Et enfin, ce qui sera très intéressant, c'est d'évaluer in vivo le rôle de ces cellules dans l'induction de TLS. Pour cela, nous avons pensé à des expériences de transfert adoptif de cellules ILC3 LTI-like induites par le LPS dans des souris, ou bien naïves, ou bien aux poumons très faiblement enflammés, pour voir si justement les ILC3 transférés sont capables de booster la formation de TLS chez les souris. Donc élucider les mécanismes et les différentes populations cellulaires qui seraient à l'origine de la formation des TLS pourra à l'avenir ouvrir la voie à de nouvelles immunothérapies avec la manipulation de ces structures, possiblement via la manipulation des ILC3 LTI-like, à différentes visées. Donc dans un premier temps, l'inhibition de la formation des TLS pourrait avoir un intérêt dans les maladies auto-immunes ou le rejet de greffe par exemple, et au contraire, la stimulation de ces phénomènes, comme ce que nous cherchons à faire ici dans notre projet, pourra présenter un réel avantage dans des pathologies inflammatoires, des infections par exemple virales ou bactériennes, ou encore dans les cancers, comme c'est ce qui nous intéresse ici. Pour l'ensemble de ce travail, je tiens à remercier les docteurs Marie-Caroline Dionojans et Jean-Luc Théiot qui supervisent tout mon travail de thèse, ainsi que les membres de mon équipe micro-environnement immunitaire et immunothérapie au CIMI pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée. Je suis aussi reconnaissante à la Ligue contre le cancer qui finance mon projet depuis ces 3 années. Et merci à vous aujourd'hui pour votre attention.